troisième partie de la vidéo numéro 122, je range mon bureau et je vais vous parler de quelques livres que j'ai lus très récemment à l'occasion du festival étonnant Voyageurs de Saint-Malo. Alors je vais aller assez vite, mais je vais essayer d'insister aussi sur les maisons d'édition, ce qu'on a déjà fait lors de la vidéo unboxing avec Claire Tastet la semaine dernière. Les éditions Chandaigne dont j'ai déjà souvent parlé, et ce texte que je n'ai pas résisté à acheter au vu de son étrangeté, de son côté un peu dingo comme ça, Max de Carvalho, auteur de deux très belles anthologies, La poésie du Brésil, La poésie du Portugal, extrêmement complète, extrêmement savante, extrêmement bien traduite, bref, quelqu'un de très intéressant. Et donc il a écrit ce livre, Consécration du désastre ou Le triomphe du Brésil, directement en français. Et à partir, en fait, il essaie de faire une espèce d'exploration poétique d'un très grand nombre de formes poétiques diverses, en imaginant que des poètes classiques ou du début du XXe siècle s'empareraient du sujet de la déroute du Brésil face à l'Allemagne en demi-finale en 2014. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là, j'allais dire fantasmagorique, mais de fait, c'est toute une partie du livre s'appelle Rhapsodia eine brasilianische Fantasie. Et donc il mélange aussi les langues. Et bon, ce qui ne peut que m'intéresser, c'est tout un collage, enfin tout un fonctionnement de collage de formes, de genres. Il traduit directement, enfin il traduit en français, il les colle tel quel, les commentaires d'un célèbre commentateur brésilien pendant la fameuse demi-finale, et notamment ses exclamations après chaque but de l'Allemagne. Et puis, aussi, autre point à remarquer sur ce livre, c'est que c'est un livre qui fait, je dis pas de bêtises, attendez, je vais pas dire de bêtises, qui fait 100 pages et dont 33 de notes et 3 de notes aux lectrices. Donc voilà, donc c'est vraiment une curiosité, c'est un peu fait pour les personnes dans mon genre qui aiment bien des textes un peu barrés, un peu improbables comme ça, et très écrits, un peu trop écrits même sans doute, expérimentaux on va dire pour aller vite, mais voilà, donc j'en parle pas plus, Consécration du désastre, c'est très difficile de lire un extrait de ce livre aussi, de Max de Carvalho, et ça date je crois de juste après la fameuse demi-finale perdue, 2015, c'est vraiment un texte post-traumatique aussi. Également acheté à Saint-Malo, j'en avais parlé la semaine dernière dans la fameuse vidéo de unboxing, deux livres brefs des éditions Signes et Balises. L'un est un texte qui est un texte mémoriel écrit du point de vue d'un appelé en Algérie, donc du point de vue des Français, et en l'occurrence appelé du contingent, simple soldat ayant occupé progressivement des fonctions de responsabilité, et c'est raconté c'est un épisode qui se situe à la toute fin de la guerre d'Algérie, au moment où l'indépendance est déjà décidée, juste avant la transition, et c'est à la fois extrêmement fin dans la manière dont le souvenir est reconstitué, et un des côtés les plus beaux de ce texte, j'ai même pas dit le titre, Histoire de Daniel V, l'auteur c'est Pierre Brunet. Une des choses les plus fines en fait dans ce texte-là, c'est la manière dont le narrateur raconte comment il avait un peu oublié tout ça et comment ça lui est revenu par bribes, et comment il a essayé par l'écriture de se ressaisir de cette histoire-là et finalement de tourner autour de la figure énigmatique de ce Daniel V, qui est le dernier mort, qui serait éventuellement le dernier mort français de la guerre d'Algérie, juste avant l'indépendance, donc dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1962, si je ne m'abuse. Et c'est un texte qui se lit assez rapidement, ça fait une cinquantaine de pages, mais c'est effectivement assez émouvant, et ça vient s'ajouter à un certain nombre de textes qui ne sont pas des témoignages exactement, mais qui sont des fictionnalisations extrêmement subtiles aussi, qui est sans ambiguïté sur les crimes de guerre français aussi, je tiens à le dire, mais qui n'est pas non plus dans une position politique vraiment clairement assumée ou clairement affichée. Donc c'est un texte que j'ai bien aimé, Histoire de Daniel V, Pierre Brunet, et puis autre texte que j'ai bien aimé dans un tout autre style, mais c'est parce que c'est la même maison d'édition, traduit du grec par l'éditrice elle-même, Anne-Laure Brisac, Athènes Disjonction, de Christos Chrysopoulos. Alors tous les textes traduits en français de Christos Chrysopoulos l'ont été par Anne-Laure Brisac, et Anne-Laure Brisac
J'ai eu l'occasion de faire une petite interview et d'enregistrer quelques minutes d'interview avec elle à Saint-Malo, et on pourra l'entendre dans l'émission I Love Mes Cheveux, spéciale étonnant voyageur du 7 juillet. Donc il faut avoir un peu de patience, mais c'est dans 3 semaines. Voilà, j'ai pas encore fait le montage, tout ça, mais voilà. Donc je compte faire une émission un peu dans laquelle je vais mélanger, juxtaposer quelques témoignages comme ça autour de maisons d'édition, autour des questions de traduction et de publication en langues étrangères. Et donc ce livre de Christos Chrysopoulos, c'est un livre qui mélange les textes et les photos. C'est des photos prises par l'écrivain lui-même au cours de longues errances, de longues déambulations dans Athènes. Et c'est l'occasion pour lui de réfléchir à la mémoire, à la situation d'Athènes, à ce moment très particulier qui se situe quelques années après la crise de 2008, de 2008-2012, on va dire. Je ne sais plus très bien, je connais plus très bien mon histoire contemporaine européenne, mais voilà, donc voilà, le genre de photo, je ne sais pas si on voit bien, la légende, ces mannequins habillés de sacs poubelles dans un terrain vague rue Éoulou. Et donc ça fait partie de ces livres qui sont des livres croisants, enfin juxtaposants, mêlants, dans lesquels les photos et les textes se répondent. Alors il y a certains textes qui sont clairement associés à une photo en particulier, d'autres photos qui sont apparemment sans, en quelque sorte, traduction textuelle évidente. Et c'est vraiment bien comme livre. Tiens, près de la place Théâtrou, centre d'Athènes, je ne sais pas si on voit bien la photo. Voilà. Et pour vous lire un texte, c'est une photo que j'ai dû montrer en feuilletant tout à l'heure, mais je vous lis le texte et je ne vous remontre pas la photo. Mise en scène. Souvent Athènes vous rend perplexe. Certaines scènes paraissent ne pas coller entre elles ou même se contredire. Mais il s'agit là d'une interprétation un peu rapide. Quand on étudie de près et qu'on sonde la ville, quand on l'arpente l'esprit concentré sur les rues, on tombe sur des objets, des comportements, des images et des idées qui ont beau se trouver parfaitement en rapport les uns avec les autres, on se dit qu'ils appartiennent à des univers qui n'ont rien à voir. Ils semblent avoir été jetés là par le plus grand des hasards, avec la légèreté d'un coup de dé. Cette coexistence chaotique et éphémère a l'aspect d'une surface craquelée. C'est une réalité qui peut être troublante, mais cela ne dure pas. Il suffit de quelques minutes pour apprendre à la lire ou à l'ignorer selon les circonstances. D'ailleurs, ces paradoxes de la vie athénienne sont les moments les plus simples et les plus aisés à appréhender. C'est seulement leur coexistence qui produit un sentiment de profonde étrangeté. Athènes est une ville enchevêtrée, mais dans le fond, c'est une ville simple. Parfois seulement, il arrive qu'on se trouve nez à nez avec une réalité inintelligible, une scène apparemment constituée d'éléments bizarres ou plutôt dépourvus de sens. Et on se sent démuni face à ce spectacle. Comme le soir où je suis passé devant cette scène inconcevable. Il était plus de 2 heures du matin, un bureau au rez-de-chaussée était à moitié ouvert, les lumières allumées, la porte bloquée avec une cale. À l'intérieur, un invraisemblable bric-à-brac, un cadre vide, un radiateur sans fil, des sacs poubelles bleus, un manteau suspendu à la patère, un chapeau accroché au mur. Au centre de la pièce, un tapis déplié. Et sous une couverture verte, on devinait la forme d'un corps allongé. On dirait que quelque chose ne colle pas. Ou plutôt qu'il est impossible d'affirmer avec certitude ce qui se passe ici et quelle suite d'événements a bien pu conduire à cette situation inexplicable. Il n'y a pas de poubelle. Les cadres apposés au mur ne répondent à aucune logique. Quelque chose ne fonctionne pas. Je suis resté planté là un bon moment en essayant de trouver un sens à cette scène. Et plus elle me paraissait bizarre, plus mon incrédulité grandissait. Même ce corps, là, sous la couverture, totalement immobile, comme sans vie. Je me suis éloigné avec un sentiment fort désagréable d'inaccomplissement. Quelque chose dans ce recoin de la ville m'échappait. J'étais là, j'ai observé attentivement, tout était véritable, et malgré cela, ce lieu me paraissait presque irréel. Parfois, la vie semble nous rappeler que lorsque nous parvenons à en décrypter le sens, c'est seulement quand elle nous y autorise. Nous sommes impuissants, nous ne comprenons pas, mais nous vivons plongés dans un océan de coïncidences étranges. C'est donc un extrait d'Athènes Disjonction de Christos Chrysopoulos aux éditions Signes et Balises, traduit du grec par Anne-Laure Brisac. Et un roman dont j'ai un peu parlé là encore dans la dernière vidéo, la vidéo hors série unboxing, ce roman traduit du portugais brésilien par Daniel Mathias aux éditions Tropisme,
des éditions situées dans le Loir-et-Cher, à Troodos, pas loin d'ici en fait, moi j'habite à Tours. Je ne dis rien de toi que je ne vois pas en toi. Alors je ne vais pas en reparler, je ne vais pas relire d'extraits, d'autant que j'ai déjà parlé de ce livre à plusieurs reprises aussi sur les réseaux sociaux, mais je me suis désabusé, et c'est un petit peu en lien avec tout ce à quoi je réfléchis en ce moment aussi pour mon travail, puisque c'est un texte qui fictionnalise et qui raconte un moment important au Brésil, le XVIIIe siècle, la bascule entre l'esclavage lié à tout ce qui est évidemment l'exploitation du minerai et des mines, et puis l'esclavage aussi de plantation. Donc il y a tout ce moment qui est vraiment très important, et le moment où en fait les dignitaires bourgeois, esclavagistes, capitalistes commencent à essayer de s'affranchir progressivement de la métropole portugaise, et donc la présence portugaise, le fait qu'un inquisiteur soit envoyé par le roi du Portugal, tout ça est quand même perçu comme des intrusions. Donc on a vraiment toute cette émergence aussi d'une identité nationale brésilienne, alors fondée sur l'exploitation esclavagiste, mais qui est là. Donc il y a tout ce travail-là, et évidemment, moi ça me parle beaucoup par rapport à plein d'autres choses sur lesquelles je travaille. Ce qui m'intéresse en fait, c'est aussi la manière dont certains éléments sont racontés du point de vue des esclaves, et du fait qu'évidemment les esclaves sont des personnages très importants, très complexes, très humanisés, bien sûr, dans ce livre. Le personnage de l'esclave, qui est une femme trans aussi, dans ce livre-là. Et en fait, puisque je vais beaucoup travailler au cours de l'année, et probablement des 2 années qui viennent, sur Paradise d'Abdul Razak Gurnah, ça m'a intéressé parce qu'il y a aussi la question du voyage, c'est-à-dire du fait que le voyage est là pour éloigner certains esclaves d'autres foyers d'esclaves, afin d'un petit peu de rompre les solidarités naissantes et les possibilités effectivement de converger, effectivement, et de lutter, voire de renverser, voire de se libérer, voire de fuir, etc. Et donc toutes ces questions-là sont vraiment présentées dans le roman dans un contexte très clairement brésilien, qui est le contexte du marronnage, des quilombos, enfin, des religions, de la persistance des religions africaines chez les esclaves, mais aussi de la très grande diversité des cultures d'origine de ces différents esclaves. C'est très très bien raconté dans le roman, donc c'est un roman qui est très très bien. J'ai beaucoup aimé ce roman d'Eliana Alves Cruz. Quelques bizarreries de traduction de loin en loin, mais ça n'empêche pas de le lire. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait des passerelles possibles, des analogies possibles aussi avec ce qui se passe dans Paradise de Gurnah. Donc ça, voilà, en le laissant décanter, ça ne m'avait pas frappé, mais en le laissant décanter, je me suis dit ça aussi. Voilà, Eliana Alves Cruz, je ne dis rien de toi que je ne vois pas en toi. Autre livre, alors écrivain découvert à Saint-Malo et livre acheté à Saint-Malo, Trainspotter d'Ehsan Nourudzi. Alors j'ai lu un extrait de ce livre dans la dernière émission de I Love Mes Cheveux, la numéro 15, celle autour du prix Maya et de la Vegan Place. J'ai lu un extrait de la page 65 à propos du mot mazout, puisqu'il est dit que le mot mazout est un emprunt en persan au russe, et en fait quand on recherche, c'est un mot qui vient en fait au départ de l'arabe, peu importe. Donc j'ai déjà parlé de ce livre brièvement dans I Love Mes Cheveux. Alors si vous pensiez qu'avec I Love Mes Cheveux vous étiez débarrassé des vidéos Je range mon bureau, eh bien non, vous voyez, ça finit par revenir. Et je vais vous lire un autre extrait, toujours sur la question du plurilinguisme en fait. Donc le livre de Ehsan Nourudzi, il me semble qu'il n'y a pas un sous-titre, je ne sais plus très bien. Voilà, l'aventure de la transiranienne. Voilà. Donc en fait c'est un livre qui raconte comment son auteur, c'est un livre autobiographique, parcourt en fait les différentes voies ferrées, les différentes lignes du chemin de fer iranien. Donc voilà. C'est traduit du persan par Sébastien Jalot, avant que j'oublie, et c'est chez Zulma. Je vous lis un extrait d'un bref chapitre qui s'intitule « En ourdou dans le train ». Avec l'indépendance de l'Inde, puis celle du Pakistan, la ligne, qui appartenait originellement au protectorat britannique, passa sous le contrôle de la République pakistanaise avant d'être restituée à l'Iran dans les années 1960. Dans l'intervalle, elle fut entièrement administrée par des fonctionnaires pakistanais. C'est la raison pour laquelle un certain nombre des cheminots retraités que je désirais interroger parlaient ourdou. « J'ai sélectionné pour toi ceux qui parlent persan, me dit le directeur des relations publiques. Le soir de mon retour de Mirjavé ainsi que le lendemain furent tout entiers consacrés aux entretiens.
Ali Azarpouneh, un vieillard de 82 ans, était de loin le cheminot le plus remarquable qu'il me fut donné de rencontrer sur place. Il arriva au rendez-vous au prix de grands efforts, aidé par son fils. Son propre père déjà avait été vigile pour le chemin de fer. Lui, il avait commencé adolescent à travailler sur la ligne à l'époque où celle-ci était sous contrôle pakistanais. La gare de Zahedan ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait rien. As-tu pris la ligne de Mirjavé? As-tu remarqué que la gare de l'Ar et les autres ont des charpentes en bois? La gare de Zahedan était pareille. Les maisons de fonction où on habitait étaient aussi comme ça, même peu après la révolution islamique. La nuit, on ne sortait pas de chez nous à cause des voleurs. Même l'après-midi, mon père refusait de m'envoyer au marché. C'était dangereux. Lorsqu'il m'envoyait malgré tout faire une commission, il crachait par terre et disait « Si tu reviens avant que ce crachat ne sèche, je te donnerai 5 rials ». Ali Azarpouneh parlait aussi ourdou. Il me traduisait parfois des expressions en me racontant des anecdotes sur ses supérieurs pakistanais. Lorsqu'il eut l'opportunité d'être embauché au chemin de fer dans les années 1960, Azarpouneh devint vigile. Les conducteurs pakistanais ne voulaient personne d'autre que moi en gare. Ils m'avaient surnommé Ali Baba. Ils me confiaient leur train les yeux fermés pendant qu'ils allaient faire des emplettes au bazar. Petit à petit, il a appris à réaliser des manœuvres avec les trains à l'intérieur de la gare et à les préparer au départ jusqu'au retour des conducteurs. Il me raconta comment il sautait d'un wagon à l'autre sur les trains en marche et comment il piquait de temps en temps un somme dans le wagon postal lorsqu'il allait au Pakistan. Je ne vous lis pas la suite des aventures racontées par Ali Azarpouneh, le informateur principal ici de Ehsan Nouroudzi, mais voilà, c'était pour aussi vous montrer que dans l'histoire de la construction des trains à l'époque coloniale et de leur prolongement et des aventures qu'il y a, il y a cette question évidemment des contacts de culture, des langues. Donc ici, l'ourdou et le persan, qui, loin d'être en conflit, en fait, sont un peu en combinaison, en conjonction dans ce texte. Et là encore, je ne serai pas exhaustif, pas du tout, mais c'est la revue Apulée, le numéro 10 de la revue Apulée, qui se présente elle-même comme une audacieuse revue des littératures du monde, alors sous la houlette d'une équipe constituée de notamment Hubert Haddad et Yahya Bellaskri, mais pas seulement. Il y a notamment un très beau dossier sur les littératures aborigènes dirigé par Delphine Durand. Et c'est voilà, je veux juste essayer de rechercher le nom de ce dossier. Je ne le trouve pas, évidemment. Ça ne va pas m'agacer qu'à moitié. Ça. Mondes aborigènes d'Australie, le sang des rêves. Voilà. Dossier initié et coordonné par Delphine Durand. Alors avec des inédits de Kevin Gilbert traduits, un texte très beau de Martin Préau sur Praiseworthy d'Alexis Wright, qui est un texte que moi j'aimerais énormément traduire. C'est un texte beaucoup plus compliqué que Carpentaria, qui est déjà très beau, mais qui reste lisible. Praiseworthy, c'est un peu un texte limite. Enfin, c'est des textes qui m'intéressent beaucoup, et c'est un texte limite aussi parce que Alexis Wright, elle va jusqu'au bout du décentrement et du fait d'écrire une histoire du point de vue aborigène. Et c'est donc très difficile en un sens à lire parce que c'est expérimental, mais aussi et surtout parce que ça n'est pas du tout raconté d'un point de vue rationnel ou rationalisable, eurocentré, occidental, etc. Bon, peu importe. Il y a un entretien avec Estelle Castro-Cauchy. Il y a une traduction par Martin Préau d'un texte inédit d'Alexis Wright. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Un extrait d'Ali Cobby Ackerman, un extrait évidemment de Barbara Głoszewski, la grande anthropologue spécialiste des aborigènes. Donc voilà. Et puis bon, il y a plein d'autres choses dans ce numéro. Ça, c'est juste la première partie du dossier. Il y a un petit dossier autour d'Aimé de Suzanne Césaire, Cézanne Rossi-Césaire. Il y a un dossier intéressant, assez bref, mais intéressant, sur les Caraïbes anglophones, là aussi coordonné par Delphine Durand, et dans laquelle j'ai eu le grand bonheur de découvrir quelqu'un que je ne connaissais pas, une poète jamaïcaine, Lorna Goodison, très très bien. Et comme j'enseigne un cours depuis 3 ans autour des poètes de la Caraïbe anglophone et hispanophone, je vais sans doute parler de ce texte-là et l'intégrer à ma réflexion et inviter les étudiants un peu à aller jeter un œil à ça aussi.
Bon, il y a plein de choses vraiment très très bien. Je ne peux pas tout dire. Il y a plusieurs parties qui s'intitulent Humanité. Il y a beaucoup de poèmes du monde entier traduits. Voilà, donc des découvertes dans tous les sens. C'est vraiment très bien. Il y a 3 textes différents d'Ananda Devi, mais ça je crois l'avoir dit, un autour de Édouard Monique, un autour de Malcolm de Chazal et un autre qui je crois est le plus émouvant autour de la manière dont elle s'était éloignée de Césaire et dont elle s'est remise à l'aimer, donc au fait qu'elle a eu amour des amours et réaffection en quelque sorte, ou reprise avec Césaire. Donc voilà, donc même quand je ne cherche pas Ananda Devi, elle revient. Donc voilà, et là c'était le retour d'Ananda Devi, mais c'était vraiment pas la seule raison de s'intéresser à ce texte, à ce beau et très fort volume. Alors Apulée, c'est une revue annuelle, donc c'est très très dense, il y a beaucoup de choses, c'est très volumineux. Ça fait 400 pages, grand format, mais c'est une fois par an. Donc voilà, donc allez-y, et c'est pas très cher en fait, je sais pas, le prix est caché, je sais même pas pourquoi le prix est caché, ça c'est bizarre. Bon. Voilà donc pour Apulée. Et comme il me reste quelques minutes sur cette 3e vidéo, je vais continuer à vous lire de la poésie, et je vais vous lire de la poésie en traduction et de la poésie pas en traduction. Bon, il y a quelques livres que je ne vais pas pouvoir chroniquer encore, à moins de faire une 4e partie, je ne sais pas si j'ai la forme. Rebecca Ellison, traduit par Sika Fakambi. Il y a longtemps que je ne vous avais pas parlé de Sika Fakambi, je ne l'avais pas lu des extraits de Sika Fakambi. C'est aux éditions L'Arbre de Diane, et c'est paru en 2021. Et je vous lis... donc c'est un volume dans lequel il y a le texte anglais, mais il est en 2e partie. Donc les textes français et anglais ne sont pas en regard, ce qui est très bien. Je vais vous lire un extrait, non, je vais vous lire un poème entier qui s'intitule Futura Vecchia, Réveillon du Nouvel An. Donc Rebecca Ellison, traduction Sika Fakambi. Retournant comme la Terre au même point dans l'espace, nous joignons sans élan les fastes de la destruction, et consumons par les flammes un banc de poissons, une paire de poules, un peuplier des montagnes et ses mousses. Un bruissement d'étincelles balaye les pôles sombres de la terre, frisson de reconnaissance, préparatif pour un autre voyage. Et nos petites bulles légères flottent curieuses et muettes vers le lac noir, bouillonnant de lumière, vers la nuit acérée, sifflante de sons. Et donc ça c'est un poème qui se trouve à la page 55, 53 d'ailleurs, de l'édition donc française. Et puis en anglais il se trouve, je ne sais pas où, je ne le trouve pas, c'est pas grave. Je ne vais pas le lire de toute façon, c'était plus pour donner la référence. Voilà, c'est page 112. Puis un autre poème que j'aurais voulu lire, un poème très court. Comme des anguilles, non, il n'est pas si court que ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Comme des anguilles à la mer des Sargasses. C'était si facile chaque fois de retrouver le goût du sel, chaque fois revenir à cette mer où nos corps se brisaient comme la lumière à la surface. Étale. Nous ne sommes pas ce que nous étions, à nos commencements, dans la boue des rivières. Cela semble tout un voyage à présent entre ces pôles de l'amour et de l'engendrement, et cette chose que peut-être jamais ne saurons. En dessous de nous glissent des continents. Traduit sans transition du polonais par Jean-Yves Potel et Monika Prośniewicz, un livre qui est sur ma table de chevet et dont je lis un poème de temps en temps depuis déjà plusieurs mois. Ce que je lisais aux morts de Władysław Cengel, je ne sais pas comment ça se dit, voilà, je vous montre le nom, je ne vais pas prétendre savoir lire le polonais, on pourrait dire Władysław Slengel, je suppose, mais ça ne va pas du tout se lire comme ça. Et ce sont des poèmes qui sont des poèmes qui ont survécu en fait au ghetto de Varsovie, qui contrairement à leur auteur ont survécu au
au ghetto de Varsovie, sachant que Slengel c'est un grand poète résistant qui a passé en fait les années 1942-43, après la déportation de beaucoup de juifs à Treblinka, a continué à documenter ce qu'il appelle le petit ghetto. Et donc il a réussi à faire passer des textes, à faire sortir des textes du camp. Et donc lui, il est mort là-bas, comme presque tous. Mais ces poèmes sont là, et donc ont été traduits très bien apparemment. Moi j'ai trouvé ça très émouvant en français, donc je pense que ça doit être bien traduit, c'est mon hypothèse. Alors, il y a un très beau poème qui s'appelle Conversation avec un enfant, qui est un peu long, donc je ne le lis pas, puis ils sont tous très beaux en fait. J'en ai noté plein. Il est temps aussi, qui est très très beau, qui est atroce en fait. Et atroce et beau, je ne sais pas comment le dire. Voilà, c'est sur l'expérience. Voilà, c'est des poèmes à la lisière de l'extermination quand même, hein, il faut dire ce qui est. Bon, je vous lis un poème peut-être un petit peu plus attendu, terrible aussi. C'est peut-être pas très original mon choix. La petite gare de Treblinka. Sur la ligne Tłucz-Varsovie, en partant de Warschau-Ost, prendre le chemin de fer. Et c'est tout droit. Le voyage dure parfois 5 heures 3/4. Ou bien il dure parfois une vie entière, jusqu'à la mort. La gare est minuscule avec 3 sapins. Un simple écriteau, ici gare de Treblinka. Il n'y a ni guichet ni porteur de bagages, ni même pour 1 million de billets de retour. À la gare, personne n'attend ni n'agite son mouchoir. Seul accueil, le silence en suspens et un vide profond. Se tait le signal d'arrêt, se taisent les 3 sapins. Se tait l'écriteau noir. Gare de Treblinka. Seul pendouille depuis longtemps, sûrement une réclame, un vieil écriteau délabré, cuisiné au gaz. Et voilà, je n'ajoute rien, et pas trop en mesure d'ajouter quoi que ce soit à ça. Et on va en rester là pour cette 3e partie de la vidéo numéro 122. Et je vous dis à une prochaine fois, et j'espère ne pas laisser passer 2 mois et demi avant la prochaine. À bientôt et bonne journée. Et merci de votre fidélité pour les personnes qui ont écouté jusque-là. À bientôt.